Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Comment ça va? Bien, vous avez vu, pour la journée de la femme, je vous ai amené Hugo Becker. C'est mieux que des fleurs. C'est mieux que des fleurs. Cette journée, on en parlera à 11h. J'imagine. Hugo Becker, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. D'être en direct. On vous avait reçu pour 2 gouttes d'eau sur France 2. Cette fois-ci, ce soir, le final de Je te promets, épisode final de la saison 1. J'aime bien dire la saison 1 parce que ça veut dire qu'il y aura une saison 2. On le sait ou pas? Malheureusement, je sais pas vraiment. Je croise les doigts parce que Marilou, si, parce que Marilou, elle a signé un contrat de 3 ans, elle nous avait dit. Je crois que Marilou, elle a signé peut-être un contrat. Il y a certains qui ont signé des contrats de 3, de 5, de 12, mais de 15 ans. Je plaisante. Non, c'est pas vrai. Non, le truc, c'est que malheureusement, je crois que tant que c'est pas totalement terminé, on n'a pas l'info. Et peut-être que même si j'avais l'info, je vous ne la donneriez pas, absolument. Je te promets, donc ce soir, on va y revenir. Série française adaptée de la série américaine This Is Us. Ça a plutôt très très bien marché sur TF1. On va en parler dans un instant, mais comme tous les jours, la question du jour, Gilles, elle concerne Meghan Markle. Ah mais oui, la question du jour, c'est hier, et je vais vous en mettre un extrait dans mon zapping. Le prince Harry et Meghan Markle, qui était interviewé évidemment par la prêtresse des interviews Oprah Winfrey. Une interview à 8 millions quand même. Oui. Je ne sais pas si on vous a déjà payé pour des interviews. Là, on a un chèque aujourd'hui. Oui, un chèque à la fin de 8 centimes. On m'a promis un gros chèque. Je sais pas. Non, Meghan Markle et le prince Harry, effectivement, ont négocié 9 millions de dollars, 8 ou 9 millions de dollars l'interview. Ils sont bons en égo quand même. Ils sont très bons, ça leur permet de dire tout le mal qu'ils pensent de la famille royale. Vous avez suivi un peu ou pas? Vous n'avez pas vu ça? J'avoue que j'ai pas trop suivi, mais je suis très curieux. Vous allez mettre au parfum. Gilles va... Et justement, vous verrez tout à l'heure un extrait. On a demandé à nos auditeurs s'ils étaient choqués par cette interview de Meghan et Harry. Eh bien, non à 55%, oui à 45% pour les personnes qui votent sur le compte Twitter de Sud Radio. C'est quand même le grand déballage. Meghan Markle raconte qu'elle a failli se suicider, qu'ils ont été méchants avec elle sur la couleur de son enfant à naître. Enfin, il y a un certain nombre de choses et ça va être diffusé ce soir. C'est la très mauvaise nouvelle pour Hugo Becker. Pas mal de sujets. Très mauvaise nouvelle pour vous, parce que c'est diffusé ce soir en face de vous à 21h par TF1. Tout est sorti aujourd'hui. C'est le même groupe. Donc, est-ce que c'est si passionnant que ça? Oui. Je suis pas sûr. C'est présenté par. Sachant qu'en plus on a déjà eu 10 premiers épisodes qui ont été diffusés. Je pense que je sais pas, mais moi à la place des gens, j'irais regarder le final plutôt que. Ça me semble plus logique. Ça me semble plus logique aussi. Aller voir un truc dont on est déjà au courant, on connaît déjà les tenants et les aboutissants. Voilà. Ça dure quand même très longtemps pour avoir 2 infos. Donc non, on va pas dire ça. Ne tient pas. En plus, ils ont déjà pris 8 millions. Bon, ça va. Voilà. Alors Gilles, le zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. C'est l'info de ce week-end. La collégienne qui avait accusé Samuel Paty d'islamophobie n'avait en fait pas assisté à son cours. J'ai menti sur un truc, une phrase d'adolescente, un aveu qui a mis du temps à venir. Il est très vite établi par les enquêteurs que la fille de Brahim Chnina n'a pas assisté au cours. La jeune fille, alors en garde à vue, maintient sa version. Selon Le Parisien, il faudra attendre son avant-dernière audition pour qu'elle le reconnaisse. Elle n'a pas vu les caricatures, absente à ce cours parce qu'elle avait été exclue du collège 2 jours avant la polémique. Une réalité qu'elle n'aurait pas osé avouer à son père. Le père, aujourd'hui en détention à Fresnes, dit regretter ne pas avoir vérifié l'histoire rapportée par sa fille. Je dois la vérité à cette famille-là, dit-il, à Monsieur Paty, à toute la France. C'était donc la réaction du père sur BFM TV. J'imagine que vous reviendrez avec vos débatteurs dans l'histoire. C'est terminé, on casse tout. On casse tout. Casse tout chez Sud Radio. Non, alors il faut juste dire qu'elle a avoué parce que ses camarades de classe ont finalement dit qu'elle n'avait pas assisté au cours. Donc c'est un petit peu plus nuancé comme aveu. Mais bon. Coup de gueule sur LCI du docteur Jean-Paul Hamon contre l'ARS qui a obligé, écoutez bien, à jeter des vaccins. C'était sur LCI. On a balancé 50 doses de Pfizer hier parce que l'ARS a interdit qu'on les fasse. Les infirmières ont touché enfin des seringues avec des aiguilles serties qui leur permettaient de ne rien perdre. Et elles l'ont dit tout de suite triomphante et d'écouter, regardez, on a fait cette dose. Malheureusement, quelqu'un a prévenu l'ARS qu'on était capable de faire cette dose. Malheureux, n'y touchez pas, on a l'autorisation pour 6 doses. Ne faites pas la 7e. Je viens de recevoir aussi un SMS d'une personne, d'un médecin qui va se faire opérer d'une hépatectomie parce qu'elle a un cancer, etc. et qu'elle cherche désespérément une dose de Pfizer. Là, je peux vous dire, mais moi, j'ai vraiment des envie d'aller dézinguer le ministère, quoi.
Ouais. Il était chez nous jeudi et il racontait aussi ces aberrations où on leur promet 2000 doses et puis dans l'après-midi on leur dit non, il n'y en aura plus que 700. Donc ils sont obligés d'annuler leurs patients. C'est vrai que c'est quand même une gestion très compliquée. Et puis... Ouais, non, je trouve qu'en fait le problème de toute cette crise du Covid, c'est qu'on on est ballotté à droite et à gauche constamment, et forcément l'opinion publique, on en aura le bol, c'est sûr. Ouais. Mais est-ce que à chaque fois les décisions elles sont pas prises en conscience et elles sont pas réfléchies? Moi je pense quand même que si. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de cafouillage quand même. Oui, et puis là c'est une histoire de gros sous parce que si vous faites 7 doses alors que vous en avez payé que 6, Pfizer va une nouvelle fois facturer cette dose supplémentaire. C'est juste une histoire de, vous croyez que c'est gros sous? Oui, c'est une histoire d'argent. Bien sûr, aussi, c'est une histoire d'argent, puisque quand Pfizer a vendu que 5 doses et s'est aperçu qu'on peut faire 6 doses, il a demandé une rallonge à l'Europe. Bon, allez, en revanche, ça peut être un peu, si c'est le cas, ça peut être un peu dramatique. Ouais. Bah là, c'est la même chose. L'ARS dit non parce qu'on va nous les facturer. Il n'y a que 6 doses qui ont été payées, donc vous faites 6 doses. Tant pis s'il en reste. C'est ça le vrai scandale. Ouais. Gilles, on enchaîne. On enchaîne le témoignage fort. C'était vendredi de Colin Berry qui accuse son père Richard Berry d'inceste. Sur BFM, dans l'émission de Bruce Toussaint, Colin Berry a été très très loin dans les détails qui sont glaçants. Est-ce qu'on peut expliquer, dire ce qui s'est passé, le jeu de l'orchestre? C'est assez violent à raconter. C'est mon père nu, Gene Manson nu, qui joue à recréer un orchestre avec leurs organes sexuels, donc en l'occurrence le sexe de mon père, comme une flûte ou une trompette selon l'orchestre. Donc voilà. Vous comprenez pas ce qui se produit? Non, je comprends pas. J'aime pas ça, mais je comprends pas. J'aime pas faire ça. C'était la première fois qu'elle parlait. Alors je vais vous raconter une histoire incroyable, Valérie et Hugo, qui montre comment Twitter est devenu une source d'information. Maxime Biaggi, qui se dit sur son site Twitter qu'il est starlet et comédien, fait un tweet humoristique qui dit « Vient de se faire vacciner gratuitement dans la rue. Ah, il y a quand même encore des gens bien. Porte de la Chapelle ». Alors pour tous nos éditeurs, Porte de la Chapelle, c'est l'endroit de la toxicomanie où évidemment on se fait piquer à l'héroïne. Voilà pourquoi il s'est dit « Je passe Porte de la Chapelle et hop, je me suis fait piquer ». C'était un trait humoristique de Maxime Biaggi. Vous croyez quoi? Il l'a pris très au sérieux et a raconté qu'on pouvait se faire vacciner gratuitement dans la rue. Et ils ont donné l'info à l'antenne. Incroyable. On écoute? On voit le premier message sur Twitter avec plus de 83 000 interactions. Les Français ont envie d'être vaccinés. Et donc, quand on est vacciné dans la rue, on le dit, on le fait le savoir. Et les uns et les autres partagent l'information. Je viens de me faire vacciner gratuitement dans la rue. Je suis content. Et il y a encore des gens bien. Oui, et puis, c'est peut-être très fréquent en tout cas. Ça n'est pas fréquent, c'est quelqu'un qui s'est fait interpeller. L'histoire était un peu longue, mais voilà. Mais en tout cas, cette personne était très contente et 83 000 personnes se sont réjouies avec elle de cette bonne nouvelle. Ils sont givrés? C'est complètement dingue. Vous feriez vacciner Hugo Becker dans la rue? Tiens, évidemment, évidemment. Porte de la Chapelle, c'est sympa, ils ont des seringues. Ils ont plein de seringues, Porte de la Chapelle. Ouais. C'est incroyable que ça soit devenu une information et que surtout qu'elle brode en disant oh c'est une histoire compliquée, on l'a interpellée, mais pas du tout. Elle a pris le tweet. On se fait pas vacciner dans la rue. Non. Mais non, on se fait pas vacciner dans la rue. En tout cas, c'est pas les mêmes vaccins, quoi. Voilà, exactement. Une interview à 8 millions, on en parlait donc, c'est la question du jour sur le compte Twitter, celle de Meghan Markle et de son mari, le prince Harry. Une interview diffusée à la télévision américaine que a relayé le correspondant de BFM Jean-Bernard Cady. On a l'impression d'avoir un nouvel épisode de The Crown vécu de l'intérieur. Harry et Meghan qui dénoncent cette famille royale étouffante, piégeante, où tout le monde en fait est malheureux. Meghan raconte qu'elle a souffert au point de vouloir mettre fin à ses jours. Elle a souffert parce qu'elle était privée de liberté, parce qu'elle était attaquée par la presse populaire et parce que la famille royale ne la défendait pas. Un système où la tradition écrase les individus. Je l'aime pas, Meghan. Hein? Je l'aime pas, Meghan. Elle veut se la jouer Princesse Diana, mais moi, il n'y a que Princesse Diana que j'aime bien. Voilà. Bon. Voilà. D'accord. Bon, Hugo est passionné par cette discussion. Vous regardez pas The Crown, Hugo? The Crown, non, j'ai pas regardé. Il paraît que c'est brillant. Ouais, c'est très très bien. C'est vraiment brillant. Ouais. En ce moment, je suis en train de re-regarder Westworld. C'est quand même rare. C'est la première fois que je crois que je re-regarde une série. Alors, vous n'avez pas joué le prince Harry, mais vous avez joué le prince de Monaco dans Gossip. Oui, tout à fait. Vous étiez le prince de Monaco. Oui, tout à fait. Et vous regardez quoi alors à la télé en ce moment? Enfin, à la télé ou sur les plateformes plus précisément, vous avez le temps de... En ce moment, donc là, je suis dans Westworld. Ouais. J'ai regardé Validé il y a pas longtemps. Aussi. Mais le rap, on ne voit pas cool. rappeur. Et c'était cool. Ouais, ça dépend, hein, pourquoi pas.
Bon. C'est possible. Hein. Tout est possible. Et nous, on est content de vous voir et de vous retrouver. Donc, on vous a vu dans Chef, on vous a vu dans un certain nombre de séries, dans des unitaires également. Et là, on vous a retrouvé avec Camille Lou et vous incarnez Paul, ce père de famille à la fois fort, à la fois tendre, à la fois très, très positif. Tout ce qui arrive dans leur famille il arrive à le transcender. Comment ça vous est arrivé, ce rôle? Vous avez passé un casting? Comment c'est où on a pensé à vous tout de suite? Ça, c'est pas. Vous savez, cette question-là, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il vaut mieux la demander à ceux qui ont vraiment décidé. Parce que moi, on a que des reliquats d'informations. Comment vous l'avez reçu, en tout cas? Vous connaissiez la série? Oui, je connaissais un peu la série, bien sûr. Enfin, pas non, parce que Marie-Lou Berry, qu'on avait eu au début, nous avait dit qu'elle ne l'avait pas vue. Ouais. Non, moi, je l'avais vue il y a quelques temps. Je l'ai pas revue parce que pour justement pas être collé au personnage. Mais j'avais reçu les premiers épisodes et je trouvais que l'adaptation était particulièrement bien écrite. Je trouvais que ça se développait extrêmement bien et que ça avait vraiment du sens d'adapter le projet en France, comme il aurait pu être adapté au Brésil ou en Chine. Enfin, c'est vraiment une photographie d'une famille au sein d'une époque. Et moi, on m'avait contacté effectivement pour ce rôle-là au début, qui pour moi était un rôle absolument magnifique. Donc, j'étais évidemment enthousiaste d'avoir la chance qu'on me confie ce rôle-là. J'ai eu la chance de bosser pour différentes chaînes, sur Canal+, pour Baron Noir, qui est une super belle série, au service de la France sur Arte, mais un rôle comme ça, sur Netflix. Osmosis, vous avez tourné pour Netflix. Mais puis des choses au cinéma aussi, si tout va bien. Mais un rôle comme ça, c'est vrai que c'est assez rare pour un comédien. Un rôle qui traverse les époques. Absolument. On joue dans différentes époques, etc. Donc il y a des transformations physiques qui sont amusantes à faire. Et puis c'est un rôle magnifique de père de famille, effectivement, qui tient à garder la tête haute dans toutes les situations et qui a envie de transformer tout en espoir. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui me plaît dans la vie, dans l'absolu. Et puis, en ce moment particulièrement, je trouvais que c'était bien, quoi, de communiquer ça. De positif. Ouais, ça fait du bien, quoi. Je pense qu'on a besoin de ça. On a vraiment besoin d'espoir et de positif. Mais Paul, il est un peu paumé, quand même. Et il le montre pas, en tout cas. C'est là où il est bon. Oui. C'est là où il est bon. Et ça permet à tout le monde de garder, de tenir debout, de mettre un pied devant l'autre et de continuer à vivre avec force, justement parce que les problèmes qu'il a, il les garde pour lui et il fait en sorte de pas que ça ne nuise pas à son environnement. Et ça, je trouve que c'est beau. C'est assez beau. Vous êtes jeune pour jouer un père de famille. Ah, j'ai quand même 74 ans aujourd'hui. Non, vous avez 34 ans. Vous avez 34 ans. Oui. Non, c'est vrai que c'est jeune. C'est vrai que c'est jeune, mais après, c'est un jeune. C'est un jeune père aussi au démarrage, mais après, il est confronté aux ados. C'est un personnage qu'on voit évoluer de ses 25, 26 jusqu'à ses 45, 50. Donc, c'est normal je suis entre les deux, donc c'est. Je pense que c'est plus facile. Si j'étais beaucoup plus jeune, ce serait compliqué de vieillir, etc. Et vice-versa, si j'étais beaucoup plus vieux, ce serait compliqué de jouer 25 ans. Ouais. Donc, et vous n'avez pas voulu voir celui qui joue votre personnage aux États-Unis? Voulu le voir, le rencontrer, le rencontrer peut-être, mais en tout cas pas regarder le revoir et ce qu'il faisait. Revoir, non, parce que j'avais les choses en tête. Franchement, ils sont tous très forts dans cette série américaine, vraiment tous. Et du coup, c'était presque un peu dangereux, je pense. Il valait mieux s'en éloigner. Et avec ce qui avait été écrit dans les épisodes, au fur et à mesure des épisodes, il y avait une vraie adaptation. Les personnages avaient vraiment leur histoire, etc. Donc il y avait matière, il y avait beaucoup de nourriture. Pour les acteurs et pour les personnages de créer quelque chose. Donc il y avait vraiment matière à créer, à s'amuser. Donc j'avais suffisamment avec ça. Et puis avec effectivement le passé qu'on a tous, les références qu'on a de nos familles et des photos qu'on a pu voir ou des films de famille, il y a beaucoup de choses qui font écho. Et puis sur ce personnage-là, moi particulièrement, c'est vrai que c'est quelqu'un que je crois que j'aimerais beaucoup être. Oui, c'est ça, c'est la question qu'on aurait pu vous poser. Est-ce que vous aimeriez être ce père-là? Mais quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que vous avez des points communs avec... Et je réponds, j'espère. Voilà, c'est sûr que c'est quelqu'un qu'on aimerait... On aimerait s'en approcher d'être quelqu'un comme ça. Mais c'est vrai qu'il est assez complexe. C'est un beau rôle parce qu'il y a quelque chose à jouer. Il y a plein de choses à jouer. C'est ça qui est énorme, ce qu'il y a à jouer. Dans chaque scène, c'est ce genre de personnage, c'est très très plaisant à interpréter parce que chaque jour, on a des choses un peu fortes et un peu complexes. Et en même temps, on sait que c'est beau ce qu'on joue. Et Hugo Becker, il faisait quoi au moment de la Coupe du Monde dans la vie réelle?
Je l'ai regardé la Coupe du Monde. Ouais. Je l'ai regardé la Coupe du Monde et je me rappelle que je crois qu'on était allé ensuite. Je viens de Metz et il me semble qu'on était allé faire un tour avec. Il me demande, j'étais avec mon père, ça je suis quasi sûr, parce que mon frère était là. Et j'ai un souvenir d'avoir fait un tour dans la ville de Metz en voiture pour voir et pour être en communion un peu. Ah, vous aviez mis du bleu, blanc, rouge sur le visage et tout. Ça, je sais pas. Ma mémoire va pas jusque là, mais en tout cas, je devais être bien excité, ça c'est sûr. Ouais. Quand un tournage comme celui-ci s'arrête, est-ce que c'est différent des autres tournages? Parce qu'il y a vraiment cet esprit de tribu, de famille qui est très présent dans toutes les aventures. Mais là, je me demandais si c'était au théâtre encore plus, parce qu'on vit quand même longtemps. J'étais pas venu vous voir pour le Cahier d'Edward Einstein, non? Non, vous étiez venu pour 2 gouttes d'eau. Vous étiez venu pour 2 gouttes d'eau, mais je me demandais, si c'était pas la même période. J'avais pas parlé du Cahier d'Edward. Je me souviens plus. Ah, peut-être. En tout cas, ça c'était une grosse aventure de théâtre. Et là, effectivement, on est embarqué. Évidemment, ce tournage-là aussi, surtout qu'on tourne. Nous, la partie passée, on la tourne non-stop. Et on tourne vers Rochefort et La Rochelle. Et du coup, on est en vase clos. On est un peu en vase clos. Et d'autant plus avec le Covid, on était encore plus en vase clos. Donc il y a un truc très sympa et très familial. Effectivement, on crée des liens assez forts, c'est sûr. Ouais. Chaque aventure, chaque tournage, c'est un peu le lot de nos métiers. C'est ce qui me plaît énormément, quoi. C'est rencontrer des nouvelles familles. Qu'est-ce que ça a changé, cette série, pour vous? On s'enrichit vachement des gens. Hein. C'est quand même ça la première chose je pense, qui nous éveille et qui font qu'on avance mieux, je pense, dans la vie. Qu'est-ce que ça a changé, cette série, pour vous, en tant que comédien? Non, mais vous avez reçu... Je suis pas Mégane. Voilà. Non, mais vous recevez vous recevez des messages de fans plus qu'avant. Je vais honnêtement, et il faut quand même faut être honnête, parce que je pourrais vous dire non, c'est pas vrai. Cette série, elle a quand même c'est un vrai succès, j'ai l'impression. Ça a rassemblé près de 6 millions. Près de 6 millions pour la première. Après, ça a un petit peu diminué, mais il reste quand même. Puis sur le replay. Je crois qu'avec les replays, il y a les replays, c'est énorme. Mais non, c'est ce qui est très plaisant, c'est que j'ai l'impression que la série fonctionne et touche beaucoup les gens. Et ce personnage également. Donc ça, c'est toujours très agréable. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages de gens. Et donc, je peux pas toujours répondre à tout, mais je lis tout. Je lis, pour ceux qui écoutent, je lis tous vos messages. Et c'est vraiment extrêmement touchant de recevoir des messages. C'est souvent des messages très longs. Il y a des gens qui parlent de leur propre famille, de ce qu'ils ont vécu. Non, c'est pas des petits messages. Bon, il y a aussi des messages qui sont des demandes en mariage, qui sont simplement des bravos, etc. Non, il n'y a pas de demande en mariage. Il n'y a pas de demande en mariage? Il n'y a pas de photos sexy? Vous ne recevez pas ça? Ça peut arriver, c'est pas ce que je regarde le plus, puis c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Mais c'est que la série génère des réactions. Les gens sont touchés au plus profond d'eux. Et je pense qu'il y a un côté cathartique dans cette série qui est vraiment qui parle aux gens, qui donne. Je pense qu'il y a un côté, effectivement, Madeleine de Proust et une nostalgie qui est touchante. Mais au-delà de ça, il y a un côté cathartique pour certains, et puis pour d'autres, ça leur permet peut-être de renouer ou de faire la paix avec certaines choses. Donc c'est ou qui donne de l'espoir et de la force, quoi. Et sans déconner, envoyer de la force, c'est quand même bien, c'est important. On va rappeler que Camille Lou est à vos côtés, qu'elle joue votre femme. C'est donc dans cette série Je te promets, Marie-Lou Berry, Guillaume Labbé, Narcisse Mam. Marc Rizzo aussi, qui est super. Marc Rizzo dans le mari. Marie-Julie Beau. Il y a tout et je pense que tout le monde. Le casting a joué aussi énormément, beaucoup sur le succès. On le voit dans les messages des gens. Je crois que chaque acteur a vraiment travaillé son personnage et créé quelque chose qui fait que les gens ont envie de suivre ces personnages. Alors la fin se termine par un mystère. On ne sait pas très bien. On va pas spoiler. Moi, je voulais vous demander un vrai souvenir d'Hugo Becker, de vos parents, si c'était la série Je te promets en vie réelle. Quel moment fort vous vous souvenez avec vos parents ou avec vos frères? Vous savez, tous ces trucs-là, moi, souvent, je les garde pour moi parce qu'ils ont une grande valeur. Donc, je trouve que c'est sympa de les garder pour soi. Bien d'accord. Un petit partage. Voilà. Non, je suis bien d'accord avec vous. Non, on respecte mais j'en ai beaucoup et j'ai beaucoup de chance d'avoir la famille que j'ai, ça c'est très clair. On va vous retrouver dans Leonardo, une série anglaise pour Amazon Prime, bientôt. Oui, tout à fait. Énorme production.
énorme production, c'était un tournage assez impressionnant. Ça, c'était une sacrée aventure aussi. Ouais. En Italie, on a dû arrêter à cause du Covid, puis on a repris ensuite. Oui, je sais pas quel était le budget, mais je me rappelle être sur les décors de ce tournage. Et c'était une ville médiévale reconstituée. Impressionnant. Et j'ai été persuadé au début en fait qu'on était dans des ruines qu'ils avaient trouvé, qu'ils avaient un petit peu retravaillé, aménagé, retravaillé, parce que c'était énorme. Hein. C'était une vraie petite ville, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de 2 ou 3 jours de tournage, en voyant des trous dans certains murs, que c'était de la fibre de verre. Mais je plaisante pas, vraiment, je me suis fait avoir complètement, quoi. On était au milieu d'un parc naturel, donc j'étais persuadé que c'était des vrais vestiges, quoi. Non, c'était une très belle production. Et ça va sortir quand, vous le super savez? Réalisateur. Vraiment, je me suis beaucoup amusé sur ce truc-là. Je sais pas du tout. Bon. J'ai aucune en tout cas, info. Je crois que c'est Amazon qui le fait. C'est Amazon, c'est une grosse série, tout à fait. On en reparlera. Merci, vous reviendrez nous voir. Donc ce soir, le final de Je te promets sur TF1, épisode 11 et 12, et on espère qu'il y aura évidemment une saison 2. C'est quasiment sûr, Madame Valérie. On espère surtout que les cinémas vont réouvrir et comme ça, absolument, Paul W.R, le dernier voyage de Romain Quiro, un film que j'ai fait, va pouvoir sortir. C'est le film sur lequel on travaille depuis plusieurs années, donc. On espère, on a de l'espoir pour le mois d'avril. Merci à vous, Hugo Becker, d'être venu ce matin sur Sud Radio.